Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, les talents, les énergies, les délices de tout ce qui fait du bien sur le territoire, c'est ici. Comme toujours avec les acteurs de ces belles choses à votre porte, comme ce restaurant qui a vu le jour grâce au savoir-faire de réfugiés accompagnés par une association qui leur a même créé une formation diplômante. Comme celui qui va vous faire lâcher prise, vous n'entendrez que sa voix, rien que sa voix. Le plus jeune hypnotiseur de France nous réserve des surprises. Envoûté, vous allez l'être avec ce groupe qui réalise la plus envoûtante des harmonies issues d'un mariage des cultures entre bassin grenoblois et Mongolie. Il s'appelle le Choubiao Quartet. C'est l'un des groupes les plus en vue de la scène locale qui ne veut plus rien dire. D'ailleurs, la scène locale, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, Choubiao, c'est vous ? Vincent Tournou et Florent Diarra, ouais. Voilà, on se connaît déjà depuis bien des années ici sur Télé Grenoble. Vous allez nous raconter cette très belle histoire dans un petit instant. Alex Anton, on est bien là, on est éveillé, on est réveillé ? On est réveillé, c'est bon. D'accord. Je ne cache pas qu'on est un peu stressé ici quand même. Plus jeune hypnotiseur de France. Vous avez peut-être des petits secrets pour endormir tout ce beau monde directement, comme ça, en plateau ? Oh non, ça se prend. Non, peut-être pas. D'ailleurs, tant mieux pour nous. Vous allez peut-être aussi nous guider dans un monde parallèle. On va découvrir votre monde d'ailleurs, puisque vous êtes le plus jeune hypnotiseur de France. On croise les doigts pour garder le contrôle sur ce plateau. Un plateau donc sans frontières, vous l'avez compris. Encore moins dans vos cuisines. Marie-Claude et Nathalie, bienvenue. Merci. Marie-Claude Vitorge, vous bougez pour faire grandir ce projet Cuisine sans frontières. Depuis, ça fait un peu plus de 10 ans déjà que le projet existe, oui. Waouh. Et qui a bien grandi. Ce projet, il était né à Grenoble de l'idée de se rencontrer autour des plats traditionnels quand notre chemin nous a fait traverser parfois les continents. Totalement. On a traversé, on est de l'Afrique, au pays de l'Est, un peu en Amérique latine. Et on se retrouve tous autour des fourneaux. Oui, parce que les fourneaux, d'abord aussi la cuisine. L'idée, c'était que chacun se rencontre avec ces plats traditionnels qui nous permettent finalement de partager de la culture, de partager une histoire. C'est nous permettre de se rencontrer, mais c'est aussi permettre à ces personnes qui viennent de loin d'être à un moment donné en position d'enseignants. Ils nous apprennent. Et nous, on est ravis de connaître, de découvrir et ensuite de manger. Donc ces personnes qui sont réfugiées ici Totalement. sur le territoire prennent une position, prennent un statut finalement ici. Exactement. Vous leur endossez des responsabilités ? Totalement. Avec la cuisine. On sait que la cuisine, ça fait du bien et c'est un langage universel. C'était aussi, c'est toujours des curiosités aussi, ça nous aide à parler de soi. Et à se faire du bien. La cuisine, c'est aussi partager ses traditions, partager son histoire et sa culture. Oui. Vous venez de Côte d'Ivoire, Nathalie. Par exemple, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et voilà, la cuisine sans frontières m'a permis de leur faire découvrir les plats de chez moi. Quand vous êtes arrivé ici à Grenoble, vous vous êtes dit, je dois rencontrer des gens, je dois avoir des liens, des amis, des choses à raconter à des gens ? Oui, déjà, j'avais commencé à faire ça avec Secours catholique. Et quand j'ai entendu parler de cuisine sans frontières, il me dit, mais pourquoi pas ? Et voilà, je me suis inscrite là-bas et j'ai commencé avec eux. Et voilà, j'ai fait la cuisine avec eux, j'ai rencontré plein d'amis là-bas et voilà. Alors, au départ, c'était juste un groupe de personnes qui se font à manger et qui racontent leur histoire. Très vite, c'est devenu un restaurant. Et vous avez créé aussi des formations diplômantes. Ça veut dire que vous êtes on est centre de formation également. Centre de formation. Nous sommes centre de formation, on les prépare. Alors, quand nous préparons... Oui, on prépare aussi, et ils préparent aussi CAP de restauration, c'est-à-dire production et services en restauration. Grâce à eux, ça nous permet, nous les migrants, de faire une formation. Et avec cette formation, on obtient un diplôme. Et comme dans mon cas, moi, j'ai fait une formation avec eux et j'ai obtenu mon diplôme. Aujourd'hui, grâce à ça, je suis passionnée dans la restauration
Et mon souhait, c'est pour devenir cuisinière à la longue. Alors, ce qui veut dire aussi, Marie-Claude, que ces personnes, non seulement vous leur offrez des moments, mais aussi de l'espoir et des perspectives. On C'est-à-dire essaye. qu'au départ, on ne sait pas si Non, on ces sait pas. personnes vont pouvoir rester à Grenoble. Ah ben ça, on ne sait pas, c'est toujours la loterie, c'est assez difficile, c'est très difficile pour eux. Mais on est confiants, on est un peu une grande famille à Cuisine sans frontières. Et on a eu plusieurs aventures, dont celle de notre livre. Et on va fêter nos 10 ans d'existence. On va en parler dans un petit instant du livre. Heureusement qu'il est là aussi, d'ailleurs, à nous, pour nous régaler, d'ailleurs. Mais aussi, vous jouez avec donc des incertitudes. Ah ben totalement, de toute façon, dès l'instant qu'on est... Alors, on a quand même pas mal de chance à Grenoble parce que nous sommes dans des anciens locaux d'une crèche et nous sommes hébergés gratuitement par la mairie. Et ça, Qui a joué le jeu tout de suite. Qui a joué le jeu tout de suite et qui nous soutient vraiment en nous mettant à disposition ces locaux avec une cuisine professionnelle. Et donc, ça veut dire aussi, pardon, mais que les cursus habituels n'étaient pas adaptés à ces personnes. On sait qu'ici, il y a une école hôtelière, il y a l'IMT également. Ces personnes ne peuvent pas forcément. nécessairement rejoindre Non, mais par contre, ces établissements. Toute personne en France peut passer un diplôme avec ou sans papier, parce qu'il suffit d'avoir un papier d'identité. Donc là, nous pouvons les former, et effectivement, la plupart sont sans papier, mais on les forme et on leur permet de passer ce diplôme. Dans l'attente d'une régularisation possible, ou également aussi dans l'attente de pouvoir revenir dans son pays avec une formation diplômante et de refaire son chemin, si les conditions le leur permettent, bien sûr. Éventuellement. Bien sûr. Alors, c'est aussi une histoire de tradition, donc il faut vous adapter aussi, j'imagine, parce que ce n'est pas un type de cuisine, vous accueillez tous les types de cuisine. On accueille tous les types de cuisine. Donc, tout le matériel aussi, parce qu'il y a mais les traditions, ça va très loin parfois. Oui, effectivement, il y a quelquefois pour certains plats des instruments spéciaux que vous apportez. Oui. Bien dans le micro, pardon, Marie-Claude. Oui, vous aviez des instruments spéciaux aussi, Nathalie? Des instruments spéciaux Pour faire la cuisine. Vous avez trouvé, parce que là, on voit vraiment ici sur ces images qu'il faut parfois des très grandes tables. Oui. Il faut parfois aussi même des ingrédients qu'on ne trouve pas forcément ici. Ah, donc si. Alors ça, on trouve tout ici. Ouais. À Grenoble, on trouve tout. D'accord. Donc là, je ne sais plus exactement ce qu'il était en train de faire. C'est une espèce de... Je pense que c'est pas le non. C'est pas les borecs, ça. C'est le borek. C'est le borek, ça. Ouais, C'est le borek avec un très grand bâton. Et c'est super d'abord une espèce de chausson à la viande qui vient Voilà. du pays de l'Est. Ouais. Et vous, c'est quoi vos spécialités, Nathalie? Moi, c'est la spécialité de la Côte d'Ivoire. Alors, Enfin, chez nous là-bas, ici, par exemple, à Cuisine sans frontières, j'ai fait découvrir les plats, la tiéké. Ça s'est fait à base de semoule de manioc. Donc, ça se mange avec le poisson et les condiments accompagnés aux oignons et des trucs comme ça, quoi, tomates. Ouais. vous connaissez, hein? Et J'en ai mangé. il y a les plats aussi que je voulais faire découvrir, mais je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas de matériel pour préparer. Ah, et ben C'est-à-dire voilà. que le foutou, Foutou. ça se fait avec banane plantain. Et ça s'épile et ça se mange avec la sauce graine. C'est connu un peu partout sur les réseaux sociaux, mais ici, je n'ai pas pu faire parce qu'on n'avait pas de matériaux pour le faire. Ah oui, ce sont des choses qu'on commence à mieux connaître aussi. Même les bananes plantains, on peut en trouver assez facilement aujourd'hui. La semoule de manioc aussi. Oui. Bon. Ouais. Et donc, pour vous, alors on sait que votre situation est régularisée. Oui. Est-ce que vous a apporté vraiment Cuisine sans frontières ici? La Cuisine sans frontières m'a apporté beaucoup de choses. Hein. La chance de faire une formation. Déjà, parce que dans mon école, je n'avais pas eu cette chance-là d'aller à l'école. Enfin, bon, je ne sais pas. Donc, ici, grâce à la Cuisine sans frontières, j'ai suivi une formation, j'ai découvert plein de choses dans la culture française. Voilà, bon, enfin... plein de choses de la cuisine française. Ça veut dire que vous êtes cuisinière aujourd'hui? Oui. Ouais, aujourd'hui, bon, enfin, je ne suis pas cuisinière. J'ai déjà été cuisinière dans un EHPAD, mais je n'ai pas encore obtenu comment on appelle ça, le CAP de cuisine. Les CAP de cuisine que j'ai obtenu, c'est le CAP que j'ai obtenu avec Cuisine sans frontières, c'est polyvalente. Donc, je travaille dans la restauration. Je suis commune de cuisine. Je peux faire tous les plats, les entrées, les desserts. Tout ça, c'est grâce à la Cuisine sans frontières que j'ai connu ça. Donc, ça vous ouvre des portes? Oui, beaucoup. Ouais, avec le diplôme. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que notre CAP, nous le faisons aussi avec une association qui s'appelle Trois Amis et qui travaille avec des mineurs isolés, mais qui assure toute la partie d'enseignement général. Donc, nous, grâce à notre responsable de cuisine, Christine, elle forme nos jeunes à ce CAP.
Et c'est elle qui donne tout l'enseignement également théorique de la pratique. Mais il faut s'adapter. Parfois, on ne parle pas la langue ou pas bien. Donc, Alors, pour le CAP, on est obligé de faire une sélection de niveau de français. Ça, c'est obligatoire parce qu'il faut qu'ils puissent lire une recette, qu'ils puissent comprendre les consignes. Donc, on a une sélection. Mais par contre, quand le jeudi, on cuisine, enfin, il cuisine ou il et elle cuisinent pour la vente à emporter, à ce moment-là, tous peuvent passer. Et même si la langue, on y arrive toujours. Et de toute façon, la cuisine, c'est... Oui. Voilà, C'est comme la musique. C'est comme la musique ou comme la C'est chimie. universel. on vous a rencontré aussi à Saint-Bruno. Donc vous exposez aussi, vous faites connaître. Alors Saint-Bruno, il y a des ateliers. C'est le repas de la place Saint-Bruno que nous faisons tous les ans depuis maintenant 2015. Et on est plusieurs associations, c'est Cuisine sans frontières qui pilote ça, mais on a différentes associations et effectivement, on permet aux habitants de venir cuisiner. On occupe la place d'une manière festive et autre. On en parle autrement, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et c'est des moments absolument conviviaux et très importants. Il y a toujours des groupes de musique aussi qui passent, peut-être qu'un jour vous passerez. Et en fait, c'est vraiment une rencontre et ça permet à tout le monde de se retrouver autour des stands. Bien sûr, de déguster, de partager toutes ces histoires. Exactement. Et ce fameux livre, donc, puisque vous faites tout très vite, l'ouverture d'un restaurant, une formation diplômante, un livre où on peut tout apprendre. Il est sorti il y a déjà quelques mois, ce livre Cuisine sans frontières. Un très très beau livre avec aussi des photos qu'on aime, qu'on apprécie, qui racontent beaucoup finalement. Il y a et des techniques et des histoires. Il y a et des techniques et des histoires. Il y a même une BD dans cette en fin de livre. Faites voir là votre exemplaire là justement, puisque le mien est resté ouvert sur mon bureau puisque je le regarde à peu près chaque jour. Mais regardez comme c'est beau. Elle est là, cette petite BD en plusieurs pages qui raconte finalement le quotidien, l'histoire de Cuisine sans frontières. Voilà. On découvre des choses qui sont peut-être un petit peu techniques pour certaines choses et puis en fait. Alors nous avons testé toutes les recettes et donc elles sont toutes faisables. Sauce douce au piment, ça va. Et puis c'est bon. On peut même sauce un petit peu plus sympa au piment. Oui, bien sûr. On sait que vous essayez de parler français, Chou Biao, et il y a des plats traditionnels ou alors, Florent, comme il n'y a pas de micro, il y a des plats traditionnels en Mongolie que Chou Biao vous a déjà fait découvrir, oui. Le bose, ça se prononce comme ça ? Ouais, il s'appelle des boats, c'est des sortes de beignets cuits à la vapeur avec de la viande de mouton traditionnellement et de l'ail sauvage. Voilà. Il n'y a pas vraiment de potager chez les nomades, on fait avec ce qu'on trouve dans le glanage. Et bien sûr, on va reparler d'ailleurs aussi de l'histoire du groupe qui est très liée à ce que vous venez de dire aussi. Un prochain atelier sur le thème de la Mongolie. Merci, bravo vraiment Marie-Claude pour tout cet engagement et puis tout ce bonheur que vous apportez au public qui ont pu déguster mardi. Alors, de mémoire, on avait piment de poulet au paprika, voilà, des petits trucs garnis aux crudités, des beignets de courge, des gâteaux aux oranges pour le dessert. 12 €, 6 € pour les enfants. Donc tout ça dégusté avec délices sur place ou à emporter et cuisiné par des réfugiés. Donc c'est vraiment parfait. Merci beaucoup Nathalie. Je crois que vous allez nous quitter en cours d'émission, mais vous êtes toujours la bienvenue. On a hâte de vous retrouver. Merci Marie-Claude. Je vous laisse pour l'instant. On va peut-être dormir un peu. On va voir. On ne sait pas. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun. Ça vous dit quelque chose, ça, Une hypnose spectaculaire, moderne et percutante qui bouscule les limites du possible. Voilà, c'est ce que vous annoncez, Alex Anton, un hypnotiseur des temps modernes. Exactement. Voire le plus jeune. Oui, exactement. J'ai commencé à l'âge de 13 ans l'hypnose. Comment ? Comme ça, en colonie de vacances, comme c'est souvent le cas, quand on s'amuse à s'endormir ? Pas du tout. Ma mère, en fait, m'a emmené dans un spectacle à l'âge de 10 ans de Mesmer. Et puis, le déclic est venu de me dire comment on arrive à emmener des gens dans un état second, comme ça. D'accord. Et du coup, à l'âge de 13 ans, je me suis intéressé. Et il y a un jeune youtubeur qui lui, avait fait une formation en ligne. Et du coup, j'ai pu suivre la formation qui s'est passée. Et en 1h30, du coup, j'avais appris les bases de l'hypnose.
Puis après, j'ai commencé à lire des livres et du coup, là, j'ai pu voir après les résultats concluants que j'ai commencé dans les campings. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'hypnose? Le fait de prendre le contrôle sur les gens, juste de s'amuser aussi, à voir les personnes s'échapper entre vos mains? Eh ben oui, il y a ce côté aussi, on les emmène dans un état second, de se dire, de leur faire vivre en fait plusieurs aventures. Et en une soirée, on leur fait vivre plusieurs aventures qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de vivre actuellement chez eux ou des activités plusieurs différentes, quoi. Alors, on sait que vous vous donnez déjà en spectacle, vous allez même participer très prochainement à des concours, donc il faut aussi élaborer des spectacles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hypnose, c'est pas seulement regarder, prendre des copains et puis faire ça, attention, voilà. Mais ça commence comme ça ou pas? Alors non, il y en a qui commencent avec des objets, moi c'est vraiment la parole, le regard, donc la fascination, et aussi les gestes avec les mains, voilà. Donc il faut étudier aussi les mécanismes de la perception. Parce que ce n'est pas un don. L'hypnose, c'est vraiment une pratique, ça s'apprend. Mais je reprends du coup le terme que Mesmer il disait. On peut hypnotiser tout le monde, mais pas forcément bien. On peut faire une activité, mais pas forcément bien. Donc l'hypnose, ça s'apprend, il y a des techniques, et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc c'est le don de la persuasion d'abord. C'est ça. Et comment vous faites? Alors, je sais que vous êtes le plus jeune de France, il faut le rester. Ne donnez peut-être pas toutes vos techniques, mais tout de même, ça nous intrigue parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins perméables à ce type de pratique. Tout à fait, on a plusieurs types d'hypnose et de réception, à l'hypnose en tout cas de spectacle. Au cours d'une soirée, moi je fais 3 tests, parce qu'au début de la soirée, on va capter donc, les plus réceptifs qui vont venir avec moi sur scène. Vous les repérez ? Avec les tests de réceptivité, du coup. Avec les tests de réceptivité. Ah, donc ça commence par un test de réceptivité. Ça commence par un test de réceptivité, voilà. Comment vous faites alors? Alors, j'ai le test de base que vous avez dû sûrement voir à la télé. Pas forcément. On croise les mains dans cette position. On y va? Vous voulez le faire, le test? On y va? Allez. Comment vous faites? Alors, collez vos 2 pieds ensemble. 2 pieds ensemble. Mettez-vous à l'aise. OK? Et maintenant, vous allez croiser vos 2 mains ensemble dans cette position. OK? Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Ok. Ouvrez les yeux. Et vous allez mettre vos 2 index dans cette position en direction du plafond. Bien à la hauteur de vos yeux, vous allez séparer les doigts d'1 centimètre à peu près. Montez un peu plus vos mains, Lucie. Parfait. Et maintenant, fixez le vide. Fixez l'espace qu'il y a entre vos doigts. Et maintenant, imaginez que je mets une vis. Et maintenant, regardez. Une vis entre les 2 doigts. Et là, maintenant, vous commencez à se rapprocher maintenant. Avec le 1. De mieux en mieux, de plus en plus. Il doit se rapprocher, se colle encore de mieux en mieux, de plus en plus. À mon signal, il sera pour vous impossible de séparer les doigts. Avec le 2, maintenant, encore de plus en plus vite et de plus en plus fort. Les doigts resteront coincés à mon signal au compte de 3. Et avec le 1, le 2 et le 3, maintenant vos doigts demeurent coincés ensemble. Du temps que je dirai pas le contraire. Et plus vous essayez de séparer les doigts, moins vous y arrivez maintenant. Essayez de les séparer. Vous demeurez coincés dans cette position. Ici, non. Ici, on a quand même un petit peu essayé de séparer les doigts. Maintenant, coincés. De mieux en mieux, de plus en plus, du temps que je dirai pas le contraire. C'est difficile. Essayez de les séparer aussi. De mieux en mieux, de plus en plus. Ok, maintenant regardez-moi. Ici, j'ai une clé. Et je vais vous les envoyer, ça va vous tout déverrouiller maintenant. Essayez de déverrouiller vos mains, c'est possible maintenant. Parfait. Ça va? C'est impressionnant? Ah, j'ai bien remarqué. Je crois que je suis mauvais élève, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. En même temps, ici, il faut garder le contrôle, bien sûr. Donc quand même, j'ai remarqué qu'à un moment, je m'étais dit, oula, ça se rapproche. Non. Oui, alors il y a toujours ce... Je vais vous dire un petit peu. Quand on va créer une compression entre nos mains, oui. Et le fait qu'on déplie donc les doigts, en fait, le flux sanguin va être beaucoup plus fluide ici. Et donc là, ça va être logique que les doigts vont se rapprocher. Mais nous, on va intervenir, on va bloquer les doigts. D'accord. Et c'est là que l'hypnotiseur, il a un grand enjeu. On va venir dire à vos subconscients, maintenant, les doigts se bloquent. Et donc là, on a bien vu que ça fonctionnait chez vous. D'accord. Ça va Donc, on a combien de réceptifs ici? On a 2 pour l'instant. Moi, j'ai ressenti, ouais. 2 réceptifs, d'accord. Et je fais quelques exercices. Je suis bien aussi. C'est aussi, la capacité de lâcher prise, voilà, ça, qui est importante et qui est bon d'ailleurs pour nous. Et je crois que quand vous y arrivez, ça donne ça. Regarde-moi, ouvre les yeux. Et plie tes genoux. Remonte. Ferme les yeux et vous continuez le mouvement. On plie, on monte. Allez, on plie, on monte. Plie, on monte. Et maintenant, tu continues le mouvement. Et du temps que je dirai pas le contraire, il sera pour toi impossible d'arrêter le mouvement. Ça commence maintenant avec le 1. Avec le 2, de mieux en mieux, de plus en plus. Et puis tu essaies d'arrêter, moitié arrive.
Et avec le 3, maintenant, t'es coincé. Essaye d'arrêter. De plus en plus, de mieux en mieux. Du temps, je dis pas le contraire. Ouais, c'est comme ça. Ça va? Allez avec moi. Parfait. Et non, t'as un peu d'imagination? Parfait. Non, tu vas me suivre. Tu vas imaginer qu'il y a un trait. Et tu me suis. Alors, je pense qu'on peut regarder tout le spectacle. Il n'y a pas de trucage? Non. Même moi, au tout début de la soirée, je ne sais pas encore qui c'est que je vais choisir. D'accord. Et ça veut dire que cette personne-là n'est pas consciente qu'elle est en train de... D'ailleurs, en plus, ça fatigue, ce qu'elle est en train de faire, c'est fatigant ce monsieur. ce mouvement. Mais oui. Elle a pas du tout, en fait, même si elle essayera d'arrêter, elle n'a pas, en fait, le contrôle sur elle-même. D'accord. Et est-ce que ce garçon sait qu'il va passer à la télé en train de faire quelques flex, ou même pas? Enfin, ils sont d'accord parce que les vidéos sont d'accord. oui. Non, parce qu'en fait, ils sont d'accord finalement pour lâcher prise en public. C'est pas simple. Oui, c'est ça. C'est pas simple d'être disposé à faire ça. Non, c'est pas simple, hein, pas du tout. Mais quand on arrive à des résultats comme ça, moi je suis content, je suis plus heureux. Du coup, après sur scène, je m'éclate à leur faire vivre plein d'expériences. On peut aller loin comme ça? On peut aller loin, mais l'esprit quand même est assez intelligent. Le cerveau est intelligent. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas abuser sexuellement avec l'hypnose. Et on peut pas voler de l'argent non plus. Donc en fait, il a quand même conscience. On a une protection en fait. Il a conscience. On va pas faire n'importe quoi. Oui, puis il y a un ridicule tout Aussi. Relatif. Voilà, c'est pas votre but non plus. Non. Moi, c'est vraiment de faire découvrir l'hypnose. Alors c'est vrai que moi, je me dis aussi, vu que je suis jeune, les gens peut-être ont du mal à faire confiance, mais ça prend. Donc de plus en plus, je suis content. Donc, Alors là, vous prouvez que vous avez plutôt bluffé et que le talent existe. Vous comptez aller loin, de toute façon. Ça, moi, sûr, hein. je n'arrête pas. Moi, je compte persister et continuer ma route sur cette lancée. Oui, alors c'est facile à trouver, Alex Anton, hein, sur tous les réseaux sociaux. Les petites choses, incroyable talent, ou ce sont ces choses-là pour lesquelles vous allez postuler, tenter de vous faire connaître pour le spectacle, en fait, l'univers du spectacle. Oui. C'est mon but, c'est d'aller encore plus loin dans les vidéos que vous voyez, dans les spectacles, et d'amener un peu maintenant la technologie au goût du jour avec l'hypnose de plus en plus. La technologie, comme le font les mentalistes, comme on connaît bien Kevin Nicou qui fait des choses assez surprenantes. On peut allier technologie et mental finalement aussi alors. Oui. Sans aller tromper les esprits. C'est vraiment votre talent et pas forcément la technologie qui va remplacer. Ouais, c'est vraiment le talent. Et nous, en fait, on va les mettre dans la perception de la technologie. Et donc, ça va amener encore un plus où les gens ils vont se laisser aller. Et donc, du coup, ils vont vraiment vivre l'expérience au maximum. Donc, vous, c'est plutôt l'univers du spectacle. On sait aussi que l'hypnose, je ne sais pas si, malgré votre jeune âge, vous êtes bien renseigné aussi, mais ce sont des techniques très utilisées désormais en psychologie, voire en psychiatrie aussi. Est-ce que ça, c'est aussi un domaine qui pourrait vous intéresser, en tout cas professionnellement, à l'avenir? Alors, pas du tout. Moi, je suis vraiment dans le spectacle. Mais je sais que c'est possible de faire de grandes choses avec l'hypnose. La chirurgie, thérapeutique, aussi. chirurgie. Et je sais que c'est aussi beaucoup utilisé pour les femmes enceintes, pour les accouchements, pour toutes sortes d'opérations. Maintenant, l'hypnose est devenue connue au goût du jour dans la médecine. Maintenant. Donc ça veut dire que même si on peut douter, mais le doute fait partie aussi de certains, comme moi aussi, la première, qui ne suis pas donc réceptive, puisque je n'ai pas eu le vous test de... Vous n'êtes pas des plus réceptifs directement. Voilà, donc c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. Donc, mettons, si vous allez voir un médecin hypnothérapeute, lui, il va pouvoir prendre plus le temps avec vous, de voir qu'est-ce qu'il n'y a pas, parce que l'hypnothérapeute est vraiment, c'est vraiment plus dans la psychologie, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est un peu comme un psy, sauf que lui, du coup, il va vous emmener dans un état second et pas brutalement comme je le fais des fois. Et voilà, donc du coup, ça va du coup pouvoir après vous guérir de certaines maladies, de la tête fumée, voilà. Voilà. Vous, pour l'instant, vous voulez en rester au spectacle. Bon, vous avez 17 ans. C'est quoi la suite alors? Quelles études? Il n'y a pas des études d'hypnotiseur sous projecteur? Tout à fait, il y en a, mais moi, je suis plus dans un statut maintenant dans l'audiovisuel. Et après, BTS audiovisuel. Et en même temps, ça pourrait me permettre, du coup, de continuer avec le spectacle et ma passion pour l'hypnose, du coup,
Et de pouvoir maîtriser finalement la création de vos spectacles et de cette vidéo. Eh bien, vous nous tiendrez au courant si vous avez des petites choses un petit peu aussi perfectionnées. Là, voilà, vous êtes l'hypnotiseur officiel de Télé Grenoble. Merci. Et puis, on réessayera avec moi, d'accord? Pas de souci. Promis, je ne sais pas si dans la régie, d'ailleurs, je sais pas, s'ils ont fait le test des doigts. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt réceptifs à ce que je leur dis, pas forcément à vous. Désolée, Alex. Allez, merci. Là, je suis sûre on continue l'envoûtement tout de suite. Et donc un véritable coup de cœur, et pas seulement de Télé Grenoble, c'est l'un des groupes grenoblois qui monte en flèche sur les playlists des plus jeunes. C'est d'ailleurs un lycéen qui nous avait aiguillé vers vous. Et pourtant, c'est ni du rap, ni de l'électro, c'est de la trance mongole. C'est très surprenant. Vous-même êtes surpris de ce succès, notamment chez les jeunes? En fait, on est surpris, oui et non. On voit dans les salles de spectacle que les rangs sont peuplés de tous les âges. Et c'est surtout ça qui nous plaît. Les jeunes, certes, mais aussi les moins jeunes, les entre-deux. Et puis, vraiment, avec toutes les histoires, il y a des gens qui viennent vraiment pour danser et d'autres qui viennent plutôt pour rentrer peut-être dans l'envoûtement, comme vous dites, dans une forme d'hypnose qui est moins spectaculaire, mais quand même. Ça s'y prête. En tout cas, on voyage dans sa tête, ça c'est certain. Oui, ça c'est certain. Vous vous êtes rencontrés, donc Vincent Tournou, vous êtes grenoblois, Florent également, et vous avez rencontré Chou Biao, c'est ça? Oui. Vous avez un micro, Chou Biao, n'hésitez pas. Je sais que vous tentez de parler français, c'est déjà très très bien d'ailleurs. Vous êtes mongol, Chou Biao? Oui, je viens de Mongolie intérieure. Mongolie intérieure, Oui. D'accord. Et pourquoi êtes-vous venu ici à Grenoble? Quelle est votre histoire avec cette ville? Actuellement, je suis venu en France en 2018. J'étais à Rouen pour étudier. Après, à Grenoble pour travailler. Ouais. D'accord. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés à travers le langage de la musique? Oui, en fait, on a eu la chance d'être mis en contact tous les deux par un festival qui s'appelle les Détours de Babel. Et moi, ça fait très longtemps que je m'intéressais à la musique mongole. Je suis allé me former là-bas. Et à un moment donné où j'ai rencontré l'équipe des Détours de Babel, ils m'ont dit, mais tiens, il y a quelques mois, on était au forum des associations. Et là, il y a un type qui a débarqué avec ses instruments de mongol et qui s'est mis à jouer pour nous. On l'a filmé, on a gardé son contact. Et puis après, on a un peu oublié ce truc-là. Et maintenant que tu parles de la Mongolie, c'est vrai, on va essayer de te retrouver ça. Donc j'ai envoyé un mail à Chou Biao. Et le soir même, il était chez moi avec tous ses instruments. Et puis on s'est retrouvés, évidemment, une passion commune pour la musique mongole, le chant diphonique, et puis aussi un petit peu de répertoire en commun. C'est quelque chose que vous connaissiez déjà, Vincent? Ouais, moi j'ai eu la chance, le plaisir d'aller apprendre le chant diphonique auprès d'un maître en Mongolie depuis quelques années. Ah d'accord, avant de rencontrer Chou Biao. Avant de rencontrer Chou Biao. Oui, vous avez déjà, là, quand vous entendez une voix quand même très profonde aussi, j'imagine que ça se travaille d'ailleurs. Donc on va découvrir, Florent, justement de quoi est-ce qu'on parle ensemble avec... c'est pas votre dernier clip, c'est celui d'avant que je trouve vraiment magnifique. Avec juste ce petit extrait. Déjà, l'origine pastorale du chant mongol, qui est très représentée ici visuellement et qu'on ressent avec ces harmonies, avec cette orchestration. Et puis ce qui frappe aussi, c'est cette fameuse diphonie, c'est cette profondeur, cette gravité, cette lenteur. Aussi, tenez, regardez, écoutez. C'est... Donc là, c'est votre voix qui siffle. Hein? Oui, exactement. On peut faire siffler la voix? En quelque sorte, ouais. C'est une impression de sifflement,
la réalité est un poil plus complexe. On chante à l'intérieur d'une note. En fait, le son, c'est comme la lumière. Si on met un prisme devant, on peut la diffracter d'une certaine façon. Et le son aussi, on diffracte le son. Et donc, en fait, les couches qui composent le son, tout à coup, deviennent multiples. Et cette multiplicité devient audible dans le cerveau de l'auditeur parce que on va tellement loin dans le phénomène que finalement, le cerveau ne peut plus nier que le son est fait de plus qu'une seule fréquence, mais de beaucoup plus. Et donc, il invente finalement, d'une certaine façon, ce sifflement pour accepter cette réalité-là. Mais le son est de toute façon toujours beaucoup plus complexe que ce qu'il en a l'air. Et finalement, des peuples l'ont compris et ont exploité ce paramètre du son à un point qui est très très sophistiqué. Comme les Tibétains aussi, c'est pas les mêmes, c'est pas vraiment les mêmes techniques avec cet art des diphonies tibétaines qui sont capables de dédoubler en fait. Oui, donc en fait, tout est dans la gorge. Effectivement, ce sont des techniques de chant dit gutturaux. Et les Tibétains utilisent les fausses cordes vocales pour créer une voix très très profonde pour réciter des prières. Mais par contre, ne cherchent pas forcément à créer des mélodies avec cette sorte de sifflement, comme on l'a entendu. Ça, c'est assez caractéristique de certains peuples d'Asie centrale, dont les Mongols, les Touvains, en Mongolie intérieure aussi, en Altaï, voilà. Donc, alors, je crois que Chou Biao, vous enseignez aussi, je ne sais pas si vous enseignez la diphonie ou aussi, ici, c'est quelque chose que vous renforcez avec votre nouveau groupe. Là, enseignez-vous, vous apprenez aux autres? Chacun doit apprendre? Oui, à Grenoble, oui. J'enseigne aussi le chant diphonique avec aussi l'instrument mongolie. D'accord. Ouais. Et alors, ça fait redécouvrir finalement nos capacités vocales. C'est vrai que c'est très surprenant. Florent, il faut vous y mettre aussi? On apprend avec notre ami guitariste aussi, qui est avec nous, Johan Richard. On forme le quartet. Oui, qu'on entendra en fin d'émission, heureusement. On s'y met et on apprend. Mais dans ce quartet, on a chacun nos spécificités musicales. Vous êtes percussionniste. Voilà, moi je suis percussionniste. Johan Richard, il est guitariste, mais aussi producteur de musique électronique. Voilà. Donc Vincent, il travaille donc le chant, différents instruments. Donc, on vous dira le nom si vous voulez. Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose. Et vous, pardon, mais Florent, vous, on vous a connu avec Jemdi, avec donc un groupe de didgeridoo. Vous êtes percussionniste, mais on vous a vu le jouer aussi. Ça aide aussi peut-être parce qu'il y a aussi ce son, ce souffle finalement. Ça fait un peu comme une auto-hypnose. Je suis en train de penser à ça. Non, mais au-delà de ça, en termes de musique et de fréquence, vous parliez d'envoûtement. Et on pense, nous, qu'avant d'envoûter les gens, il faut qu'on s'envoûte nous-mêmes. Et c'est vraiment ce qui se passe avec cette musique, cette façon qu'il a de partager cet héritage culturel, qu'il a très précieux. Les instruments qu'il joue, ils sont très difficiles. Il a pris à l'âge de 4 ans, je parle un peu pour toi. Et ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est ça que je voulais dire, c'est dans notre musique, on fait des concerts tard le soir, mais on fait aussi des levées de soleil. On fait des concerts dans la neige, on fait des concerts là, on est où, là, très dans proches. Une espèce de grotte un peu? Là, on est dans une grotte, ouais. Grotte du Vercors. Voilà. D'accord. Et on est en tandem avec notre tourneur qui s'appelle ATA, qui sont sur Grenoble. Ça fait 20 ans qu'ils font de la musique du monde. Hein. Donc moi, je voulais souligner ça, qu'on a un vrai partenariat. Notre tourneur, il est venu à 6h30 du matin dans une tempête nous voir en haut de la montagne, parce que quand c'est pas des levées de soleil, c'est des levées de nuages. Mais on fait aussi des concerts. On a 1 an et demi. Hein. On a 1 an et demi et il se passe des choses super pour nous. Oui, et une drôle d'aventure aussi qui va très loin. Vous avez dû apprendre le mongol, cette langue aussi, parce qu'on vous voit chanter ici, Vincent. Vous connaissiez peut-être déjà auparavant? Moi, j'ai eu la chance de voyager en Mongolie plusieurs fois et assez longtemps à chaque fois. J'ai appris des rudiments pour pouvoir me débrouiller sur place, mais je suis très loin de maîtriser les formes poétiques qui sont celles qu'on chante. Alors du coup, il y a une partie de vocabulaire que je comprends et une autre partie que j'apprends de manière purement phonétique.
D'accord, c'est très complexe, hein, c'est très éloigné de notre langue c'est très éloigné, latine. que ce soit dans la syntaxe, dans la prononciation, même dans la manière d'appréhender en fait un vocabulaire. Comme on dit souvent, les Inuits, ils ont tout un tas de mots pour décrire la neige. Bon, bah, les nomades, c'est pareil. On peut imaginer que leur quotidien étant extrêmement différent du nôtre, et ben, leur vocabulaire aussi. Et les sons également, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est stupéfiant véritablement, très guttural aussi, même dans la prononciation et pas seulement dans la voix, elle aussi. Oui. On a l'impression. Et puis nous, parce que vous dites, on ne sait pas, mais c'est pas la question. C'est très harmonieux. On se demande quand même qu'est-ce que vous chantez en fait. C'est quoi le fond en fait de Choubiaho? Le répertoire, nous, on part vraiment des thèmes traditionnels du répertoire. Soit on prend des morceaux traditionnels qu'on réinvente à notre façon, soit on compose, mais toujours avec l'envie de garder l'esprit de cette musique, même ça si raconte quoi, on le transpose. Alors, des louanges, beaucoup. Donc des prières, des louanges, des odes, voilà, on appelle ça comme ça, à la montagne, au mode de vie pastoral. Au mouton aussi, parce que c'est un peu ça finalement, l'origine est pastorale. Vous avez appris quand vous étiez petit auprès des moutons, en essayant de leur parler, d'imiter leur voix. Oui, et après quand j'étais petit. Avec comment est-ce que vous aviez eu... Vous connaissiez ce chant ou vous l'avez appris vraiment auprès des animaux? Dans famille, il y a quelqu'un, il chante un peu. Aussi, en Mongolie, il y a beaucoup des animaux. Donc, s'imite les sons des animaux ou de la nature. C'est une manière de s'adresser à eux, de communiquer avec eux, le chant mongol. C'est difficile de dire l'origine du chant et sa fonction, parce que c'est une tradition orale et de fait, on n'a pas de source. Mais on peut, avec certitude, dire que c'est une manière d'invoquer, d'évoquer, d'imiter les sons de la nature. Après, vraiment, chaque chanteur, chaque chanteuse va mettre derrière des choses très, très différentes. La communication directe avec les animaux, c'est rarement ce qui est énoncé, mais c'est plutôt l'idée d'évoquer poétiquement le mode de vie d'un berger, que ce soit quand il entend la rivière qui abreuve ses moutons ou le vent, à la fois qu'il aime et puis qu'il craint. C'est peut-être, moi, j'aurais tendance à dire, une manière d'évoquer la relation qu'on entretient avec le monde en tant que berger. Et le monde, il est quand même fait énormément des éléments naturels. Voilà, quand on est dans un pays où il fait moins 40 l'hiver et plus 40 l'été, on y est toujours confronté. En plus, ces éléments ayant une dimension spirituelle très très forte, il y a de fait l'envie de créer une forme de dialogue, d'évoquer cette relation-là. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux et voilà, ce serait extrêmement difficile de donner. Et en plus, c'est ce que vous faites, c'est un monde qui s'ouvre aussi, puisque ça s'ouvre aussi à notre civilisation. C'est une très ancienne civilisation, ici, la civilisation mongole. Il faut peut-être aussi s'en imprégner, l'apprendre, Florent. C'est-à-dire se familiariser avec cette très ancienne tradition. Des gens se familiarisent à la façon de compter la musique et la façon dont les rythmes tournent. C'est souvent soit des moments très calmes, soit des grandes cavalcades. Et les cavalcades, j'ai l'impression que les gens, ils y sont très sensibles. Les cavalcades, c'est-à-dire que, par exemple, Choubiaho, il va jusqu'à maintenant, quand on me propose un rythme, c'est paf, toum, toutoum, paf, toum. Quand Choubiaho, il me propose un rythme, c'est tac, 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 tac. Ouais. La trance aussi. C'est tout de suite, c'est habité, quoi. Tout de suite, cette musique, en fait, elle est du verbe être, en fait, parce que on peut pas la jouer qu'à moitié. Je dis pas que les autres musiques elles sont jouées à moitié, mais je ressens ça de plus en plus. Un investissement vraiment total dans ce que ça représente. C'est quelque chose, si on la ressent pas vraiment au fond, c'est difficile à jouer. En tout cas, c'est vraiment à découvrir. On sait que vous refusez des dates désormais. C'est dire à quel point est-ce que vous montez, vous surfez vraiment sur le succès. Et on en est très heureux, avec notamment une date au Cabaret Frappé. Donc on pourra vous retrouver cet été, au mois de juillet, à Grenoble, ici, vous applaudir. On est demain à Chambéry pour les Nuits de la Roulotte. Pour ceux qui ont raté, puisque voilà. Le 4 avril à Festivart. Tout à fait. Voilà, au kiosque. Et ça, c'est les dates que vous n'avez pas refusées. Voilà. Après, le téléphone sonne, c'est bien, mais on garde la tête froide. Hein. Bien sûr.
voilà, on est tranquille avec ça. On n'en doute pas, bien sûr. Et la tête sur les épaules, on l'a gardée ici tout au long de cette émission. On est très heureux d'ailleurs. On va vous retrouver juste après, tout de suite, ce petit jiggle. Vous nous faites l'honneur d'un petit morceau ici sur ce plateau. On suit vos dates, on ne vous lâche pas. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de cette visite. Et merci Alex. On se retrouve, bien sûr. Si je peux faire une petite... Très rapidement, oui. Je voulais juste remercier mes parents, mes amis. Bien sûr. Et du coup, tous ceux qui me suivent, ma copine aussi, qui m'aide pour les réseaux sociaux avec sa sœur et tout. Donc, et voilà, et qui vont merci diffuser vous, cette émission au monde entier. Merci beaucoup Alex et merci à vous tous. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.